Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Zambie envisage de se retirer de la Cour pénale internationale. Le gouvernement a lancé des consultations populaires concernant son éventuel retrait de cette institution juridique. Visite d'État du président congolais Denis Sassou Nguesso en Algérie. Une rencontre pour redynamiser l'axe Alger-Brazzaville, vieux de plus de 50 ans, mais aussi pour discuter de la crise qui prévaut en Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Rencontre avec les horlogers du Caire en Égypte. Ces derniers ont remis au goût du jour le métier d'horloger en conservant l'aspect traditionnel de la profession. Mais tout d'abord, au Gabon, les élections législatives initialement prévues en juillet 2017 pourraient être reportées à 2018. Le Premier ministre Emmanuel Isos Ngondé a émis cette hypothèse ce mardi 28 mars. Cette décision dépendrait notamment de l'état d'avancée du dialogue politique ouvert depuis le 28 mars pour sortir le pays des tensions politiques et sociales issues de l'élection présidentielle d'août 2016. La Zambie, comme bien d'autres pays d'Afrique, envisage de quitter la Cour pénale internationale qu'elle accuse de partialité. C'est dans ce sens que le gouvernement a débuté le 27 mars des consultations populaires sur un éventuel retrait ou maintien du pays au sein de l'institution juridique. Plus de détails avec Fanny Mounichi. L'opposition en Zambie contre un retrait du pays de la Cour pénale internationale. Le gouvernement a lancé une grande consultation auprès de sa population pour décider de l'opportunité de quitter la CPI. Une démarche que dénonce l'opposition qui soupçonne le président Edgar Lungu de vouloir quitter le tribunal international pour échapper à d'éventuels procès. Le président Lungu pense qu'en se retirant de la CPI, il ne peut pas y être présenté. Non, il peut toujours y être déféré. Cette opération menée par le ministère de la Justice fait suite à l'adoption d'une stratégie de retrait collectif lors du dernier sommet de l'Union africaine. Il est reproché à la CPI d'engager majoritairement des poursuites à l'encontre des dirigeants africains. Se retirer de la CPI ne veut pas dire qu'on va créer l'impunité. Je trouve quand même, par exemple, qu'au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État peuvent s'asseoir et mettre en place une véritable cour qui tranche les différents, qui traite des crimes au niveau du continent. Et tout récemment, nous avons vu un exemple. Hissène Habré a été jugé au Sénégal, alors que c'était demandé qu'il a été jugé en Belgique. Les résultats de ce processus consultatif seront formalisés dans un rapport qui devrait être rendu public lors du prochain sommet de l'Union africaine, avant qu'une résolution ne soit adoptée par le gouvernement zambien. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est en visite d'État de 4 jours en Algérie depuis le 27 mars. Le chef de l'État congolais, qui est à la tête du comité de l'Union africaine pour la Libye, a fait le point avec son homologue algérien sur la situation de ce pays d'Afrique du Nord en proie au conflit depuis 2011. Reportage de Deva Panzou. La visite de 4 jours du président congolais Denis Sassou Nguesso chez son homologue algérien constitue un gage des bonnes relations qu'entretiennent le Congo et l'Algérie depuis plus de 50 ans. Le président Sassou Nguesso sera en Algérie au titre de médiateur de l'Union africaine dans le dossier libyen. C'est à ce titre que le président congolais a rencontré le jeudi 24 mars dernier à Abu Dhabi Khalifa Haftar, maréchal à la tête de la force armée libyenne la plus puissante aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso et Abdelaziz Bouteflika devraient profiter de cette rencontre pour harmoniser les différents points de vue sur la résolution du conflit dans ce pays, notamment en préconisant un dialogue inclusif et en excluant toute ingérence extérieure. Le président Denis Sassou Nguesso peut s'appuyer sur l'aura diplomatique de l'Algérie, notamment sur le président Bouteflika, peut-être certainement pour faire la contrebalance de l'initiative déjà prise par l'Égypte, avec le soutien des États-Unis, n'est-ce pas, de s'engager dans le cadre de la résolution de cette crise. Donc le président Denis Sassou Nguesso sait très bien que l'alter ego, n'est-ce pas, de l'Égypte, c'est l'Algérie. Au cours de cette visite, plusieurs accords commerciaux devraient être paraphés avec l'Algérie, selon le chef de la diplomatie congolaise, qui l'a annoncé lors de la grande commission mixte algéro-congolaise. Mais certains observateurs doutent de cette effectivité.
Je ne suis pas sûr que ces accords, s'ils venaient à se mettre en application, serviraient au Congo, parce que le Congo, comme l'Algérie, traverse des moments difficiles. Mais c'est vrai, toute proportion gardée, il faut cependant reconnaître que l'Algérie se situe quand même à un niveau un peu plus élevé que le Congo dans certains domaines économiques. Donc, est-ce que la coopération que nous entretenons déjà avec la Turquie, avec la Chine, n'est pas plus importante que celle de l'Algérie ? On compte pas moins de 14 accords dans divers secteurs et notamment l'accord relatif à l'exemption de visa pour les ressortissants des deux pays détenteurs du passeport diplomatique. L'Algérie soutient depuis des années le Congo dans la formation des cadres civils et militaires. Nous recevons dans cette édition le ministre congolais de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que de l'alphabétisation, Monsieur Anatole Koliné-Makosso. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci madame. Alors 38% des adultes africains sont analphabètes selon l'UNESCO. Comment inverser cette courbe aujourd'hui ? Par l'intensification de l'alphabétisation. C'est-à-dire ? Il faut tenir compte aussi du fait que ce n'est pas seulement le continent africain qui souffre de l'analphabétisme. L'illettrisme, l'analphabétisme frappe pratiquement tous les pays. La France, par exemple, a 10% pratiquement d'illettrisme. Et donc, c'est une préoccupation importante. Et l'intensification de l'alphabétisation se fait par l'ouverture de centres d'alphabétisation, de centres de rescolarisation. Voilà, une intensification de ce qu'on appelle l'andragogie, c'est-à-dire l'éducation des adultes. Et plusieurs programmes sont également mis en œuvre pratiquement dans tous les pays pour relever ce défi. Et quels sont les moyens mis en œuvre au Congo justement pour répondre notamment par les centres, comme je l'ai dit, de rescolarisation qui consistent à récupérer les élèves qui ont décroché à l'école, de les remettre sur le cycle informel de formation, par l'andragogie, notamment ces centres d'alphabétisation que nous avons dans tous les pays. Et surtout, au niveau du Congo particulièrement, nous avons tenté une expérience très enrichissante aujourd'hui avec les classes Aura pour l'alphabétisation des populations autochtones. D'accord. Plusieurs pays du continent connaissent des grèves à répétition, notamment dans le secteur de l'enseignement. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas une priorité pour les États. Qu'en est-il de votre pays ? Non, l'éducation est une priorité pour la majorité des États. Et dans notre pays, effectivement, nous en faisons un point crucial des politiques publiques. Et quelle est la part consacrée à l'éducation dans votre pays ? Bon, je voudrais simplement revenir sur l'engagement qu'avait pris le président de la République de faire en sorte que l'éducation puisse prendre ne serait-ce que 25% du budget. Il faut tenir compte aussi du fait qu'avec la conjoncture actuelle, il est difficile de tenir. L'Afrique a un certain nombre de priorités. Donc, si déjà nous pouvons aller vers 10-15% de la part consacrée à l'éducation, c'est un effort important. Donc aujourd'hui, concrètement, la part consacrée à l'éducation au Congo, c'est combien ? Nous sommes autour de 12-15%. 12-15%. Voilà, c'est cela. Donc c'est quand même déjà un pas important quand on tient compte de tous les aspects de l'éducation, notamment l'éducation primaire, secondaire, alphabétisation, l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, l'éducation civique, la recherche scientifique. Vous voyez, c'est des domaines importants et effectivement, les gouvernements africains essaient de fournir davantage d'efforts pour essayer de relever le niveau d'intervention des politiques publiques. Merci, monsieur le ministre, monsieur Anatole Koliné-Makosso. Je rappelle que vous êtes ministre congolais de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que de l'alphabétisation au Congo. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, le métier d'horloger est remis au goût du jour. Les horlogers de la ville du Caire fabriquent des montres à la main tout en s'engageant à conserver l'aspect traditionnel de la profession, ce qui attire de nombreux touristes. Siamlo Victoria Sedji. Le métier d'horloger est remis au goût du jour en Égypte. Dans les rues de Han Al-Khalili du Caire, les horlogers traditionnels sont déterminés à ne pas abandonner ce métier. En dépit d'une modernisation accélérée qui attire les populations vers des objets du XXIe siècle, ces horlogers s'accrochent à la fabrique de ces produits anciens. Datant de l'époque de la noblesse égyptienne, ces montres qui résistent au temps sont entièrement fabriquées à la main quand elles ne sont pas réparées. Je ne travaille que sur les montres anciennes parce qu'elles sont fabriquées à partir de mécanismes différents. Celles-ci se composent de nombreuses roues, chaque roue ayant un nombre spécifique dedans avec une épaisseur spécifique. Ce sont de très beaux objets qui donnent de très belles mélodies. De plus, elles peuvent durer une centaine d'années.
Même si elles sont peu nombreuses aujourd'hui, les personnes qui s'intéressent à ces montres les apprécient énormément. La majorité des horlogeries traditionnelles ont été fondées depuis l'occupation britannique. On y retrouve donc un peu de cette époque. Cette boutique a été construite en 1907 par le saumon Hanayat, un Bulgare qui vivait en Égypte. Il fut un moment où ces horloges ont gagné en popularité auprès de la classe politique égyptienne. La classe royale aussi y accordait une très grande importance. Le roi Farouk s'était engagé dans l'armée britannique où il a appris à fixer des montres. L'horloger Khaled Hussein explique que son enfance a été marquée par ces montres dont la complexité l'intriguait. Mais à force de s'y être intéressé, il est parvenu à en faire des objets d'art qu'il arrive à confectionner lui-même et qui attirent de plus en plus de touristes. Au nombre de ses clients, de célèbres musiciens comme l'aude virtuose Farid Al-Atrash, ce sont eux qui ont contribué à l'essor de cette industrie dans toute la ville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.